passe à la partie politique extérieure, avec le premier dossier évidemment sur les États-Unis et l'élection de Donald Trump. On vous demande plusieurs points à aborder. D'abord sur l'analyse des résultats. Quelle grille de lecture on doit donner à cette élection, puisque plusieurs commentateurs ont des avis différents. Certains ont parlé d'un vote communautaire, en gros blanc contre noir et latino, et d'autres ont parlé d'un vote plutôt social, c'est-à-dire que classe populaire, ce qu'on appelle l'Amérique périphérique, ce serait exprimé contre les élites américaines. Ensuite, on vous demande de revenir sur les conséquences à venir, à savoir tant sur le plan économique qu'au niveau des relations internationales. Est-ce qu'il faut s'attendre à un dégel avec la Russie? Et on a appris les premières nominations des membres de l'équipe de Donald Trump. Donc à quoi on doit s'attendre, puisqu'il y a un ancien dirigeant de Goldman Sachs qui est entré, un milliardaire et un anti-IVG. Voilà. Je reprends les terminologies. Ok, 3 points. Premièrement, les résultats. Alors, on vote, je tiens déjà à lever l'hypothèque du vote populaire. L'élection américaine ne se fait pas au vote populaire. Alors ceux qui disent, mais Trump, par sa super ligne identitaire, a fait non, si ça avait eu lieu si ça avait été un vote populaire direct, Trump n'aurait pas été élu, il aurait même pris 2 millions de voix à peu près dans la gueule. Donc, c'est l'application de la Constitution américaine, qui, je le rappelle, est une Constitution qui fait le vote des grands électeurs. D'accord? Donc, ce qui au passage annule le reproche qu'on fait à Trump, et qu'on n'aurait pas fait si ça avait été Clinton, du vote populaire. Pourquoi? Parce que quand vous faites une campagne pour des grands électeurs, vous allez vers les États qui ont le plus de grands électeurs et vers les États qui peuvent tomber dans votre escarcelle. Vous ne faites pas une campagne nationale. Ce qui veut dire au passage qu'on ne peut pas... Il faut respecter la Constitution américaine. La Constitution américaine est très difficile à amender. Une procédure d'amendement extrêmement longue, à la fois par le Congrès, par les États. Et elle dispose que ce sont les grands électeurs. Donc, il ne faut pas juger avec nous notre œil de suffrage universel direct pour le président de la République. D'accord? C'est pour ça qu'elle a eu 2 millions de voix de plus d'un côté, oui, et alors? Et alors, ce n'est pas les voix qui comptent, c'est les grands électeurs. Donc il a gagné les grands électeurs, il est président, il est légitime, point, à la ligne. Et si la gauche n'est pas contente, je leur rappellerai que ce n'est pas la première fois qu'on valide quelqu'un comme ça. Monsieur John Fitzgerald Kennedy, le héros de la gauche, le canuet dents blanches à haine fraîche, a été élu exactement de la même manière, avec en plus un achat de voix par la mafia, ce qui est quand même pas terrible. Donc voilà. Ensuite, alors beaucoup de gens ont hurlé, Trump c'est la fin de politiquement correct, c'est l'Amérique des blancs, identitaires, machin, tralala, bon. Les résultats sont arrivés, et malheureusement les résultats invalident cette lecture. Et d'ailleurs, Christophe Guilly parle de paranoïa identitaire, il a raison. Il faut arrêter de tout voir par l'identitarisme. Je ne dis pas tout voir, je ne dis pas que l'identité est une infirmité, bien au contraire. L'identité est substantielle et nécessaire, comme toute l'œuvre de Claude Lévi-Strauss porte là-dessus. Mais de voir tout par l'œil identitaire, c'est avant tout rester sourd à la complexité du réel. Mais il y a des gens qui sont payés pour être sourds, malheureusement. Alors si Trump est le vote des Blancs, alors ça veut dire que c'était le mauvais représentant des Blancs. Parce que d'un point de vue de volume, Mitt Romney avait beaucoup mieux incarné le vote blanc. Bah oui. Au passage, comme je l'avais dit, il y avait une forte minorité latino parmi les latinos votants, ce qui est très loin de tous les latinos certes, mais je vous rappelle que l'élection présidentielle américaine, il y a moins de 50% de participation. Je le rappelle, c'est-à-dire que si on veut jouer jusqu'au bout le plus malin, le vrai gagnant de la présidentielle américaine, c'est l'abstention. Eh bien, Romney a été un meilleur candidat des Blancs. Les latinos se sont, comme je l'avais dit depuis le début, et il y avait une forte minorité, on est à près de 30% du vote latino exprimé. Pourtant, il leur a craché à la gueule, preuve qu'il avait encore une marge de progression. Et le vrai vote captif, c'est les Noirs, mais les Noirs en volume, parce qu'en valeur, en nombre, ils se sont beaucoup moins déplacés.
Alors, beaucoup disent parce que le candidat n'était pas noir. Oui, c'est en partie vrai. Mais aussi parce que les Noirs ont été écœurés par le bilan de Barack Obama et d'Hillary Clinton. Tout simplement. Donc, ce qui a fait, à mon avis, la différence, c'est avant tout les positions sur le protectionnisme de Donald Trump. Parce que pas du tout son problème culturel, parce que, comme d'ailleurs des gens comme le journaliste Rachel Mazdan, des gens comme ça qui sont quand même très conservateurs le reconnaissent, il n'y a pas de problème culturel avec les latinos. Il y a un problème avec les clandestins qui est un problème de criminalité, ce qui est totalement différent. Donc, quand vous additionnez protectionnisme et lutte contre la criminalité, quel a été votre thème de campagne? Le retour de l'État. Eh oui. Parce que, ou alors, si vraiment il voulait faire une campagne ethnique, eh bien, c'est un échec. Parce que le Mormon Rodney a mieux marché a eu plus de blancs que lui. Pourquoi? Parce que les blancs qui sont enrégimentés par l'université américaine, mais ils ont voté majoritairement où? Ils ont voté contre lui. Alors après, vous me direz, oui, mais ça voudrait dire quoi? Que ce sont juste les blancs débiles, non diplômés? Ah non, vous n'allez pas reprendre cet argument dégueulasse. Bien sûr que non, je ne le reprends pas. Vu que l'une des populations les moins diplômées, qui sont les noirs des classes populaires, ont voté majoritairement Clinton. Donc si on joue à celui qui a le moins de diplômes, ça se vaut. Entre un noir non diplômé et un blanc non diplômé, ça reste des non diplômés. Donc ça servait à rien que la soirée électorale de Sciences Po, où ils ont chialé à chaudes larmes parce que l'élection de Trump, ils ont dit c'est les blancs édentés, débiles du fond du Kansas, qui ont élu l'autre gros con raciste. Oui, mais le père de famille noire, édenté, non diplômé, etc. du New Jersey, lui, votait Clinton. Et lui, il l'aurait fait élire. Il est néanmoins non diplômé. Vous voyez le problème? Un peuple, ce qui a été mis en échec par Donald Trump, c'est la volonté de toujours segmenter les peuples. Trump a parlé aux Américains. Et il en a eu la gratification. Hillary Clinton a parlé à des catégories. Ses soutiens ont parlé à des catégories. D'ailleurs, ses soutiens en France qui n'en finissent pas de chialer s'attendaient à un réveil des catégories. Vous voyez ce que je veux dire? Et Trump a fait une campagne unitaire. Il a eu raison. Ça, c'est le premier point. Donc, de ne pas faire du vote de Trump le vote des Blancs, parce que, ça accrédite les thèses de... ça veut dire qu'on entre, nous aussi, dans la partition des peuples. Bon, certains la veulent dans nos milieux, tant mieux. Mais c'est un jeu où on sait où on commence, on sait pas où on finit. Et deuxièmement, c'est tout simplement, c'est techniquement faux. C'est techniquement faux. À la rigueur, vous pouvez voir un vote anti-establishment de l'Amérique parce que c'est ça la vraie carte. C'est la carte, c'est le vote, l'étalement géographique du vote Trump. C'est-à-dire Trump a eu la majorité des comtés, mais de très 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 loin. Pourquoi? Parce que c'est l'Amérique des périphéries contre les grandes villes et les côtes. Très clairement, la carte fait pas un pli. C'est ça qu'il faut jouer. C'est ça qu'il faut jouer. Et pas entrer dans la caricature du genre, oui, Trump, c'est vachement bien, regardez, le Ku Klux Klan appelait à voter pour lui, ouais. Voilà, chapeau pointu, quoi. Non, il faut quand même... Il y en a deux, trois, il faut quand même prendre des gouttes, quoi. Non, franchement, à ce niveau-là, ça devient pathologique. En réalité, c'est de retrouver un discours unitaire contre une part de l'establishment. C'est ça qui a été le phénomène Trump. Un. Deux, quelles conséquences? Il ne faut pas oublier, et ça, là encore, Berkoff a vraiment fait le travail. C'est quoi le mot qui revient le plus sur Trump? Dealmaker. Mais qui fait des deals. Qui fait des arrangements. Je pense que ça va beaucoup jouer dans nos relations extérieures. Ça va beaucoup jouer avec des mecs comme Duterte, avec Poutine, ça va beaucoup jouer. Ensuite, il faut bien comprendre une chose. Ceux qui pensent que ça va être mieux pour nous vont peut-être
Et c'est pour ça que je ne répondrai pas à la question sur les équipes, parce que c'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre février. Février, il aura eu le vote des grands électeurs, je crois qu'il n'a toujours pas eu le moment où on parle. Il aura eu son discours d'investiture, et il aura eu le temps de normaliser ou non ses rapports avec le Congrès. Et là, on verra son équipe définitive. Là, on est pour l'instant dans une administration de transition, et je laisserai le soin à Clément Nguyen, qui le fera infiniment mieux que moi, de commenter toutes les nominations. Il faut bien comprendre une chose. Poutine, Trump, ça peut être la pire des choses pour nous. Pourquoi ? Parce que ni l'un ni l'autre ne nous veulent de bien. Les autres non plus nous auraient pas voulu de bien. Mais il faut arrêter de croire que le bien va venir de l'extérieur. Car fondamentalement, Poutine est plutôt pro-allemand que pro-français. Même chose pour les Américains, pour Trump. Donc, un État, ça n'a pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis. Il est peut-être temps d'arriver à se le dire. Là, je parle pour les vrais patriotes, pas pour ceux qui ne rêvent que de domination, c'est-à-dire, comme la botte allemande sent un peu le ranci à cause de la mère Merkel, on a découvert que les Russes étaient des êtres humains alors qu'on les mettait en dehors de l'humanité à l'époque d'Europe Action, mais maintenant on la met. Abatardi de sang mongol, c'était dans les écrits des gens qui leur lèchent la chapka aujourd'hui, encore dans les années 2000. Faut quand même s'en rendre compte. Et bien sûr l'Amérique plutocratique, etc. d'un seul coup devient les yeux de Chimène parce que Trump est d'ascendance allemande. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il est grand temps qu'une part de gens qui n'ont plus rien à faire dans les milieux nationaux soient débranchés. Je pense. En réalité, la France est toute seule. Nous sommes seuls. Alors on passe au deuxième gros dossier qui est la mort de Fidel Castro, qui est décédé le 27 novembre dernier, à l'âge de 90 ans. Alors, il a été 90 ans. Il a été très critiqué par la droite française. On n'a entendu que quasiment Mélenchon pour en faire l'éloge. Je crois même que Courrier International a titré dans son dernier numéro Cuba libéré, quelque chose avec un grand point d'exclamation, quelque chose dans le genre. Ils avaient dit Bagdad libéré aussi. Donc on vous demande quel est votre avis sur le commandant et sur son bilan. Ce qu'il faut bien comprendre. Alors attention, Commandante, c'est pour Guevara. Castro, c'est leader Massimo. Majoritairement. Généralement, quand on parle de cette époque-là, qu'on dit Commandante, c'est Commandante Che Guevara. J'avais fait un communiqué qui a été a priori bien suivi, et où je me suis tapé tous les droits de l'homiste de la droite française. Alors maintenant, je vais pouvoir m'expliquer un peu mieux. Je ne suis pas cubain, ça ne vous aura pas échappé. Les gens qui ont dansé sur le cercueil de Castro, non plus. Alors maintenant, on va voir trois choses. Fidel Castro, ses actes internes ne relèvent que des Cubains. Parce que je rappelle quand même que sans dispositif de sécurité, vu que les forces de sécurité de la Havane ne pourraient pas encadrer une telle foule, il y a néanmoins eu 1 million de personnes qui sont allées sur sa tombe. Il n'y aura pas ça sous Hollande, il n'y avait déjà pas ça sous Mitterrand. La dernière fois qu'il y a eu un vrai mouvement de foule derrière le cercueil d'un homme d'État en France, c'était pour De Gaulle. Et dans le cas de la gauche, c'était pour Sartre. D'accord ? Que Fidel Castro était un homme critiquable, c'est évident, mais ça appartient aux Cubains. La souveraineté, c'est aussi la souveraineté, la relativité des valeurs. Il faut bien le comprendre. Maintenant, on va te parler du vrai Castro. Cuba. Haïti, République dominicaine. Je rappelle que Castro est venu à la place d'un homme qui s'appelait Batista, qui était une marionnette américaine, et à l'époque, et ça doit plaire beaucoup au fantasme néocolonial d'une partie de la droite française qui avait déjà qui rêvait d'empire colonial et qui faisait essuyer leurs godasses par les Algériens à une époque. Ils doivent rêver du retour du temps où une gamine cubaine, c'était quelques cents. Parce que il faut savoir que Haïti et la République dominicaine, qui n'ont jamais été communistes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent leurs femmes. À Sainte-Lucie, dans toutes les rues, vous avez des gamines dominicaines qui viennent vendre leur corps. Okay ? Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Castro a tenté de mettre du développement dans cette île, quoi qu'on en pense, et il a créé l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Au monde. Vous voyez les statistiques, Jacques Sapir les a sorties.
Ça fait pas un pli. Et les médecins cubains ont redressé les systèmes sociaux d'une bonne partie de l'Amérique centrale et andine. Quoi qu'on en pense. Alors après on me dira oui, mais les libertés publiques. J'interdis à la droite française qui a soutenu Pinochet, qui a soutenu le plan Condor, qui a soutenu les dictateurs argentins du plan Condor qui mettaient aux filles et aux femmes de leurs ennemis, ou réputaient-elles des animaux vivants, et particulièrement des rats dans les organes génitaux, j'interdis à ces gens-là d'avoir une quelconque avis sur les droits de l'homme dans cette région. Quand on a aimé Batista, quand on a aimé la plupart des despotes latino-américains, quand on a soutenu jusqu'à sa chute les brigades de la mort d'Uribe, quand on applaudit des deux mains des deux pieds à Pinochet, et là encore je ne suis pas chilien, c'est leur histoire. C'est leur histoire. Et c'était par ce marxisme leur forme de nationalisme. Et je tiens à dire encore plus que ceux qui viennent m'emmerder, déjà particulièrement alors le libéral conservateur, le mec catho, DLR ou républicain insupportable, il n'y a jamais eu de persécution de masse du clergé dans les mouvements marxistes latino-américains. Pourquoi? Parce que c'était la théologie de la libération. Et que je rappelle que ceux qui ont massacré la théologie de la libération physiquement ont été applaudis par qui? Par vous. Quand Monseigneur Romero a été abattu d'une balle dans le dos à San Salvador, les bons cathos du Chardonnay ont fait la fête ce soir-là. Il n'était même pas de la théologie de la libération, Monseigneur Romero. Il avait eu de l'indulgence et de l'amitié pour des gens qui en étaient. Et il a été exécuté par quoi? Par une milice pro-américaine qui était la fameuse Mano Blanca. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous renvoie au très beau film Salvador de Oliver Stone, c'est un de ses premiers films avec James Wood. Des religieuses ont été violées et tuées à la chaîne par les milices pro-occidentales à San Salvador. Applaudi par les tridentins français, applaudi par l'Église de France, applaudi par tous ces gens-là. Donc, sincèrement, sur Cuba, sur l'Amérique latine, qui est un continent auquel vous ne comprenez rien. Et d'ailleurs, c'est normal, parce que l'avenir de la France passerait par ce... Et comme vous êtes fondamentalement des anti-français rabiques, et que c'est toute votre histoire, parce que traître vous êtes, traître vous mourrez, j'espère le plus vite possible, franchement, foutez la paix à ce continent. Castro n'est plus, Raoul passera rapidement, et les Cubains pourront redevenir maîtres de leur histoire, quelle qu'elle soit, et de leur mémoire, quelle qu'elle soit. La seule chose, c'est que Castro fut un ange, personne ne le dit, mais Castro n'est pas le diable. Il a fait pour son peuple certaines choses. Ça, c'est indiscutable, c'est des réalisations. Et surtout, pas plus à vous qu'à moi, leur histoire ne nous appartient. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'un homme que l'Amérique a tenté de tuer 630 fois, c'est un homme que je n'arriverai pas à détester. Et le coup, ah ouais, mais c'était un dictateur, ah ouais? Et vous aimez Poutine et vous aimez Assad? Croyez-moi, je préfère tomber dans les mains. Je le dis sincèrement, parce que moi j'ai soutenu l'amitié franco-russe, j'ai soutenu la paix en Syrie, et je le soutiens encore. Donc moi ça me gêne pas. Mais sincèrement, je préfère tomber dans les mains des mecs de la Havane plutôt que dans les mains des mourabarak syriens. En termes de massage tantrique, c'est quand même plus soft. Je le dis franchement. Donc voilà. Voilà ce que je pense de Castro. Je pense que c'était un chef d'État étranger, avec toute la dignité de ce rang. Et que tout le reste appartient aux Cubains. Point barre. La relativité. Alors, j'avais eu une espèce de sous-conseiller général DLR qui était venu m'emmerder, blablabla. Il dit oui, mais alors le stalinisme appartient aux Russes? Je dis oui, aux Russes et à ceux qui l'ont vécu. Ah oui, et l'hitlérisme? L'hitlérisme nous appartient à nous parce que nous en avons été victimes. Eh oui. Moi, j'estime que j'ai le droit d'avoir un avis sur ce qu'est l'Allemagne et le germanisme, parce que moi, ma famille a eu l'hospitalité du Reich et de Buchenwald. Par contre, moi, je n'ai pas à avoir de jugement définitif sur Cuba, sur Castro, c'est leur histoire. Et un jour, l'Occident devra apprendre la modestie. S'il ne l'apprend pas, d'autres la lui apprendront. Ça leur ferait peut-être du bien, d'ailleurs. Vous avez évoqué la Syrie, donc justement, on vous demande de faire un point sur la situation en Syrie. Je crois qu'elle est pas libérée maintenant, si les souvenirs sont bons. Alors, c'est particulièrement sur la bataille d'Alep. Non, je crois qu'elle est quasiment terminée.
Bon, pourtant, les bombardements sont intensifiés. Le gros problème, c'est que... Il y a encore des habitants qui sont toujours pris au piège dans le quartier. Certes, mais le groupe, c'est le problème d'avoir choisi la stratégie de bombardement massif. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, parce que sinon, en termes de guerre urbaine, c'est maison à maison. Donc voilà, le vrai développement de l'affaire syrienne, c'est pas ça. C'est pas la bataille d'Alep qui, elle, va suivre son cours, c'est surtout la réaction de la Turquie. Parce que quand Erdogan est redevenu une pièce maîtresse du jeu russe. Pourquoi ? À cause de Turkish Stream, à cause du transport de gaz. Je ne vois pas Poutine lâcher Assad maintenant. Mais par contre, de devoir laisser Erdogan faire ce qu'il veut, c'est pas tuer Bachar ce qu'il veut. Inutile. C'est écraser les Kurdes. Ça, à mon avis, malheureusement, je pense que les Kurdes vont être les grands cocus de cette affaire. Ça, c'est sûr. En plus, Erdogan est dans une stratégie... c'est quand même un excellent joueur d'échecs, Erdogan, quoi qu'on en pense. Là, il vient de dire aux Européens, 1, je peux vous balancer les immigrés, 2, je peux retirer ma candidature à l'UE pour aller à l'Organisation de la coopération de Shanghai. C'est pas mal. C'est pas mal. Il jouera jusqu'au bout, Erdogan. Rappelez-vous, vous m'avez toujours entendu dire ça, il faut jamais l'enterrer, ce type-là. Non, ça, c'est la vraie nouveauté, c'est que si Erdogan a pu dire publiquement qu'il pouvait entrer en Syrie pour déboulonner Bachar, c'est que les Russes sont au courant, ils ont été prévenus avant. On va voir le dénouement. Mais les Russes ne peuvent pas recouper avec Erdogan aussi facilement, parce que personne ne touchera à Tartous, mais d'avoir les gazoducs de l'Europe, c'est aussi stratégique pour la Russie que Tartous. Et que le complexe militaro-industriel syrien, dont 30% est russe. Voilà. Alors pour rester au niveau des relations internationales, on a appris que plusieurs pays se sont retirés de la Cour pénale internationale. Ils ont bien fait. Dernière date, la Russie et les Philippines. Très bien. Alors justement, ça met en péril la Cette situation. chose doit mourir. Est-ce qu'il faut s'en réjouir du coup? Non, cette chose doit crever, je vous le dis franchement. Non mais Cour pénale internationale. Il n'y a pas de bilan positif de la Cour pénale internationale? Ah bah pour l'instant, elle a jugé que des chefs d'État africains. Non mais attendez, moi je veux bien qu'on soit dans la non-discrimination, mais alors là, pas d'amalgame. Attendez, Cour pénale internationale, c'était une fable dès le début. Je vous renvoie au très bon petit bouquin que maître Jacques Vergès avait écrit avec le général gallois, grand maître de la géostratégie française, s'appelait L'apartheid judiciaire. C'est l'édition François-Xavier Guibert. Tout était déjà annoncé. Si vous voulez, c'est au peuple de juger leurs dirigeants. C'est à la rigueur à l'Afrique de juger les Africains, comme d'ailleurs un chef d'État africain est en cours de jugement sur son continent. Bon, et puis quoi encore? L'Occident crée un ordre pénal international dont il ne sera jamais justiciable. Au passage, beaucoup de gens me disent « Oui, mais toi, tu as la haine de toi, tu détestes l'Occident. » Pour Castro, vous l'avez dit. Oui, bien sûr, non, mais... Non, pour moi, la notion d'Occident est une notion qui n'a pas de sens politique. Et comme la notion d'Europe, qui est une notion qui a très peu de sens culturel. Mais il y a des pays occidentaux que j'aime, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, enfin en tout cas le Québec, la Norvège, l'Islande, l'Irlande. Mais je ne me sens pas lié par une communauté de destin avec tous ces gens-là. Ni par une communauté de valeurs qui est très discutable, parce que le discours des valeurs communes qu'on sert au président américain les fait rire. Je vous renvoie un très bon livre qui s'appelle Un grand peuple élu, sur l'histoire de l'anti-Europe et de l'adversion pour l'Europe des élites américaines. Donc voilà, moi je suis français. Donc moi ce que j'aime, c'est parler au monde. Je ne me sens pas particulièrement attaché, et le pire c'est que je pense que ceux qui raisonnent en termes d'Occident sont des queues plates. Parce qu'en réalité, ils aimeraient dire les termes race blanche, mais le problème, c'est qu'ils ont du mal. Parce que c'est des lâches. Moi, je vous conseille, assumez-vous.
Moi, je ne raisonne pas selon cette grille-là. Moi, je raisonne en termes de nation et d'État. Mais assumez-vous complètement. Parce que là, vous êtes des queues plates, vous êtes des capons. Vous n'êtes que ce que vous êtes. Voilà, c'est tout. Or, la CPI, pour en revenir, c'est la marque de l'ordre occidental, elle doit disparaître. Nous devons faire ce nouveau Westphalie, et la France doit en être à la tête. Nous devons proposer ça au monde. Parce que nous, c'est notre logiciel, et c'est le seul logiciel qui peut sauver la paix internationale à terme. Aujourd'hui, c'est terminé, le temps de l'impérialisme des valeurs se termine, et d'un côté, il était grand temps. La religion des droits de l'homme, tout ça, ça doit suivre. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à Jean-Louis Harwell, qui a écrit un très bon livre sur les droits de l'homme. Je demanderai de le mettre en incrustation, parce qu'il a été insulté par Cafard, là, comment il s'appelle, c'est Moix. C'est vrai que M. Moix n'a pas toujours cru dans les droits de l'homme. Ça, c'est sûr. Hein, et il a eu des amis qui n'ont pas beaucoup cru dans les droits de l'homme non plus. Hein, qui n'y croient toujours pas d'ailleurs. Hein, donc Yannou, hein, avant de t'attaquer, alors je sais que la classe de Jean-Louis, Jean-Louis c'est un très très beau prénom, le prénom de mon papa, et que la classe de Jean-Louis, il a une swag avec son nœud papillon à pois que tu n'auras jamais, mais je évite de donner des leçons de droits de l'homme, sinon on te rappellera quand même, et ceux qui cherchent trouveront facilement, là pour le coup, d'où tu viens, qui tu as fréquenté, qui tu fréquentes encore. Et là, je pense d'un seul coup que pour aller briller en termes de droits de l'hommisme dans les dîners en ville, là, pour le coup, ça va être un peu compromis. Tout simplement, ça ne veut pas dire de faire régresser les droits humains, le problème n'est pas là. C'est que le terme, d'un côté, Sartre le disait très bien dans l'existentialisme, est un humanisme. Si il y a une nature humaine, ça veut dire qu'il y a eu un concepteur, s'il y a une nature humaine unique. Et Sartre disait, je ne crois pas à la nature humaine parce que sinon il y aurait un Dieu pour la définir. Au passage, c'était le versant très sartrien de la haine des droits de l'homme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous n'avons jamais autant détruit de gens que depuis qu'on les tue au nom des droits de l'homme. Mieux vaut que la politique, dans sa brutalité, s'affirme, parce que quand on garde les intérêts d'une cité, on peut entrer en contact avec les hommes qui gardent les intérêts de la cité d'en face. Alors que l'impérialisme des valeurs ne supporte pas le dialogue parce que l'ennemi est le mal. Et le mal doit être extirpé. C'est une sorte d'exorcisme, si vous voulez. Ça, c'est dangereux. Pour la paix, pour la paix du monde, pour la vie des hommes, c'est dangereux. Combien de gens on a tués au nom des droits de l'homme? Un jour, il y aura peut-être un livre noir des droits de l'homme. Je rappelle que si le Parlement européen vient de voter le rapport Foutiga, qui va être un rapport de contrôle de la presse, c'est-à-dire que tout ce qui sera de près, de loin, de gauche, de droite, russifiant, russifié ou russifiable, sera à terme combattu et interdit, parce que le passage est une régression. Hein. C'est là la barre de l'État autoritaire et fasciste est franchie, c'est au nom des droits de l'homme. Mais un jour, il faudra réfléchir. On peut rester sur les questions de justice internationale. Le Rwanda ouvre une enquête sur le rôle de responsables français dans le génocide et 20 Français sont concernés par des investigations. Alors déjà, M. Kagame ne veut pas être démasqué. Le problème, c'est que c'est trop tard. Maintenant, tout le monde sait que, 1, la France n'y est pour rien, du militaire, mais alors pour rien. 2, que nous avons même fait pression sur Abraïmana pour obtenir un apaisement de la situation, que le président Abraïmana a certainement été tué par le FPR, son avion a certainement été abattu par le Front Patriotique Rwandais dirigé par M. Kagame, revenu des fourgons de l'armée ougandaise, et qu'il y a eu ce génocide croisé, que je rappelle quand même qu'il y a des morts des deux côtés en nombre à peu de choses près équivalent, et que cette prise de pouvoir sur le Rwanda, avec ce massacre absolument abominable, a servi avant tout à une chose, à mettre Paul Kagame à la tête du Rwanda pour qu'il puisse ensuite terroriser toute la région est de la République démocratique du Congo. C'est accouplé avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, auquel on a trouvé un fameux fils, c'est pour ça que mon ami Patrick Mbeko dit Joseph dit Kabila, et voilà.
aujourd'hui, il y a 6 à 7 millions de personnes qui ont déjà été tuées dans cette zone. Et le coup d'envoi a été le génocide rwandais et la prise de pouvoir de Paul Kagame. Sur cette zone, je rappellerai les ouvrages de mes amis, le colonel Jacques Hogarth, qui était présent, le général Didier Tauzin, des géopolitologues Charles Onana, Patrick Mbeko, ainsi que de tous les témoins, à commencer par le propre ministre des Affaires étrangères de Kagame, Jean-Marie Vianney Nagaji-Emana, ainsi que d'ailleurs les ouvrages du garde du corps de Kagame, de tous ceux qui ont pu échapper à ce véritable boucher. Or, c'est aux Rwandais de se débarrasser de cet homme. Mais cette zone, il faudrait qu'il y ait un accord de puissance de toutes les puissances qui s'intéressent à cette zone, France, Chine, États-Unis, Israël, etc., pour une non-ingérence totale. Pour que la RDC puisse retrouver sa stabilité, là nous sommes évidemment dans le problème de transition de l'après Joseph Kabila, et les affaires africaines doivent être traitées entre Africains. Mais comme le dit très bien Patrick Mbeko, la France est innocente au Rwanda. Et l'honneur de l'armée française doit être sauvegardé. Et en termes de droits humains, je pense que peu d'hommes sur cette terre ont aussi peu le droit de parler que Paul Kagame. Et lui, par contre, il restera... Voilà, c'est l'inverse de Castro. Parce que Castro, c'est quoi qu'on lui reprochait? C'est de ne pas avoir été notre fils de pute. Lui, c'est notre fils de pute. Enfin, notre. Celui de l'Occident. Vous voyez. Et le problème. Avec le rôle des Américains, des Belges, et évidemment, peu de fois où les Belges font de la politique extérieure, c'est pour nuire. Mais, voilà. C'est... L'honneur de la France doit être protégé de ça. Mais aujourd'hui, et puis bien sûr les œuvres de Bernard Lugan, bien évidemment, heureusement je n'ai pas oublié Bernard, qui lui a tout fait là-dessus. Et le pire, c'est que vous avez encore même des tas de témoignages qui sortent de soldats de l'ONU, etc., tout est attesté maintenant. On a quasiment, ils n'ont plus que le nom de celui qui tenait le lance-roquette qui a abattu l'avion d'Abrimana. Cette zone... Là, vraiment, c'est aux Africains de le faire, mais à un moment ou à un autre, l'Afrique devra se débarrasser de Paul Kagame. Je pense. Alors, on retourne en Europe, plus précisément en Allemagne. Angela Merkel a annoncé son intention de briguer un 4e mandat de chancelière l'an prochain, avec l'objectif notamment, je pense que ça va vous faire sourire, entre guillemets, de défendre les valeurs démocratiques face à la montée des populismes. Volkenreich Heineken, et la Reich chancelière se la joue encore un coup, bon, très bien. La seule chose, c'est l'avantage, c'est qu'elle est affaiblie par sa gestion migratoire. Mais elle est affaiblie par quoi? Par le vote des vieux de l'Allemagne de l'Est. La jeunesse allemande est derrière sa Reich chancelière, comme elle était d'ailleurs un autre chancelier il y a quelques décennies de cela. Mais là, de toute façon, le seul candidat qui va se porter contre elle, c'est Martin Schulz. Hein? Comme disait Philippe de Villiers au Parlement européen, Martin Schulz, la tête de Lénine et la voix d'Hitler. J'entends Martin Schulz, je mets mon casque, j'entends les bombes. Il y a une phrase véridique de Philippe de Villiers. Le casque, c'est le casque de traduction dans la plénière, dans l'hémicycle. Et le brave Martin Schulz était l'ancien libraire de SPD, gardien de l'ordre communautaire, vraiment, qui était surtout chien de garde des intérêts allemands. Bon, parce que personne ne veut y aller contre la Reich chancelière, vu que la seule contestation qui soit possible d'elle, c'est sur sa droite. Par des mouvements qui nous sont tout aussi hostiles, comme la FD ou d'autres. Voilà. Mais bon, ça ne changera rien. La seule chose, c'est que la chambre allemande risque d'être difficile à gouverner. Et ça, nous pourrons peut-être en tirer profit. Vous avez évoqué Martin Schulz, justement, se pose la question, parce qu'il a démissionné de la tête du Parlement européen, on se demande qui pour remplacer Martin Schulz. Un traître. Non, bah, si c'est un Français, ce sera un traître. Ça peut être que deux. Justement, le Français, Alain Lamassoure. Alors Alain Lamassoure, pur produit donc PPE, dit droite,
le pur produit de la trahison oligarchique européenne, donc qui est l'un des Français qui a le plus trahi, certainement avec Joseph Daul, les intérêts français, et d'ailleurs celle qui suit, qui est Madame... C'est Sylvie Goulard, voilà, c'est l'ancien attaché de Joseph Daul. Alors elle avait demandé un serment de fidélité à l'UE, enfin bon, c'est vraiment là... Ça c'est fait pour trahir les intérêts français, sinon ce sera Manfred Weber. Mieux vaut d'ailleurs que ce soit lui, vu que, comme son nom l'indique, c'est un Allemand, et donc mieux vaut que cette institution qui ne sert que les intérêts des Boches soit dirigée par un Boche. C'est quand même un tout petit peu plus franc du collier. Voilà. Une dernière question pour l'international. Les Suisses ont voté non à une sortie accélérée du nucléaire. C'est un peu le débat en France sur cette question. Mais nous avons quelques faiblesses, c'est vrai, mais avant tout sur notre industrie nucléaire, mais nous avons surtout un autre vrai problème, c'est que beaucoup de gens communiquent sur cette faiblesse parce que c'est l'une des forces de la France nucléaire. Donc on essaye de nous attaquer, de nous discréditer. Et nous devrions faire un grand programme de communication gouvernementale pour contrer cela. Et surtout parce que le type de centrale qu'il y a en France, alors je dis, est-ce qu'il y a pas de... Le nucléaire, c'est vrai, ça doit être zéro risque. Et je pense qu'il faut beaucoup expliquer aux citoyens pourquoi nos centrales sont sûres. Et s'il y a des défauts futiles légers, les investissements doivent être illimités sur ce point. Parce que s'il y a un pépin, ça peut être un gros pépin. Ça monte tout de suite dans les gammes nucléaires. Mais de dire, et surtout, il va falloir révolutionner notre industrie nucléaire. C'est-à-dire pourquoi on maintient le thorium en dehors, par exemple. C'est terminé la guerre froide. L'atome ne sert plus qu'à la guerre. Il sert à bien d'autres choses aujourd'hui. Et peut-être un atome moins dangereux et plus écologique serait tout à fait faisable. Mais pour ça, il faut financer. Pour financer, il faut la banque centrale. Pour la banque centrale, il faut la souveraineté. On n'en sortira jamais, hein, je le dis tout de suite. On peut me dire que je radote. Le problème, c'est que toute discussion politique qui ne part pas de la souveraineté est une discussion derrière cours de bistrot. C'est un footing de cul-de-jatte. Point barre. Sur l'énergie comme sur autre chose. Un pays souverain refait son mix énergétique. Un pays qui ne l'est plus subit. Et comme disait Delade de Tassigny, ne pas subir. Voilà. Alors on va passer à la partie doctrine et idées. On vous demande, vous avez déjà parlé de Sapir régulièrement, de Lordon par rapport à Nuit debout. On vous demande aujourd'hui si vous pouvez faire un tableau un peu de la différence. Alors déjà, premièrement, il voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que je trouve que la pensée de Frédéric Lordon est beaucoup plus tarabiscotée, parce qu'en réalité, elle est brillante, mais lui, il passe dans son bouquin Imperium, il arrive au fait de communauté. Après, d'un côté, vu son public, il pourrait pas le faire directement. Alors que l'avantage de Sapir, c'est que Sapir, lui, il est dans la... Sapir, lui, il part de Bodin et de la souveraineté. Et Sapir, il est ambidextre intellectuellement. Alors que Lordon, il veut parler à la gauche de la gauche. Ce qui est déjà un problème. Voilà. Le problème, c'est qu'il est lu par qui, Lordon ? Le problème, c'est que Lordon, il est surtout lu par nous, quoi. Oui, parce que la gauche de la gauche, on n'aime pas trop. Mais bon, le problème, c'est que c'est un homme qui est tiraillé. Regardez, Madame Lordon à la ville, donc Aude Lancelin a été virée à la demande de Hollande. Elle a écrit un livre sur la liberté de la presse. C'est Aude Lancelin qui a écrit un livre. C'est Madame Lordon à la ville. Et donc voilà, alors elle qui s'est attaquée à des patriotes, à Régis Debray, etc. Bon, là elle se fait épurer, alors elle hurle à l'épuration. Quand elle était épuratrice, ça ne la gênait pas. Bon, donc voilà, c'est le... Voilà. Ensuite, est-ce que Lordon est quelqu'un de particulièrement brillant ? Moi, je l'ai toujours dit, un économiste, oui. Un historien des idées, je trouve quand même ses lectures de Marx parcellaires. Des grands marxologues comme Denis Colin, d'ailleurs, l'attaquent beaucoup, et a raison. Et ses lectures de Spinoza un peu loufoques. Mais par contre, est-ce que c'est un économiste brillant ? C'est sûr. Est-ce que c'est un orateur de génie ? C'est certain. Mais voilà, la seule chose, moi je me rappelle de l'article dégueulasse qu'il avait fait sur Michéa, qui ne le grandit pas, et l'article est trop mauvais pour lui. Il vaut beaucoup mieux que ça.
On vous demande également votre avis sur l'historien Henri Guillemin. Alors Henri Guillemin, bon, c'est bien comme historien, oui, c'est bien comme historien d'éducation populaire. Après, il faut bien comprendre ses limites. Bon, tout le monde cite les calomnies qu'il a fait sur Napoléon, on pourrait dire celles qu'il a fait sur De Gaulle. Mais moi, je l'attaquerai beaucoup plus précisément, c'est que le grand problème de Guillemin, c'est comme il fait les bons et les méchants. Par exemple, beaucoup des saloperies que Bernard-Henri Lévy dit de Guillemin, dit de Péguy, il les prend chez Guillemin. Alors parfois c'est drôle, par exemple l'ouvrage de Guillemin sur Benjamin Constant, par exemple, est drôle, est bien fait. Mais bon, l'histoire, le problème c'est que parfois, il ne faut pas chercher uniquement les bons et les méchants, et surtout, il s'est beaucoup attaqué à Péguy, c'est beaucoup attaqué à des gens comme Claudel, par exemple, et l'idéologie française reprend ça. Bon, c'est là où Guillemin a de très grosses limites. Si vous voulez, sur les histoires de France, au lieu d'avoir Guillemin, moi ce que je vous conseillerais, c'est d'en lire plusieurs, souvent les unes à la suite des autres, pour que vous ayez les angles et les contre-angles. Si vous voulez, l'école maurassienne, Guexot, Bainville, commencez par Bainville, à savoir que les deux seules périodes sur lesquelles vous devrez avoir des éclairages, ce sera avant la christianisation, donc sur la Gaule celtique, donc ça c'est chez Bruno, comme ça, parce que ça Bainville ne le traite pas. Pour lui, la France est ontologiquement chrétienne. Et ensuite, évidemment, pour tout ce qui a suivi la mort de Bainville, bien évidemment. Donc vous avez ça. Sur l'école que je dirais droitière, réactionnaire, vous avez l'histoire de France de Sévilla, qui n'est pas mauvaise. Marquée par son antigaullisme qui se voit jusqu'à dans la couverture, parce que pour illustrer la modernité, pour illustrer le XXe siècle français, il choisit Pompidou. Non mais c'est petit, non mais c'est tout petit. Mais bon, Sévilla, c'est pas mal, bon, mais c'est très... je suis de droite, ontologiquement de droite. Au moins les Maurassiens étaient par-delà droite et gauche, il y avait de la subtilité. Là, c'est vraiment la droite écrite pour la droite. Bon. Et lui, vous avez dans le milieu l'histoire économique faite par Marseille, qui est pas mauvaise, bon, qui a les défauts du personnage, qu'avait le personnage. Vous avez l'histoire de France par Duby, qui elle est beaucoup plus socialisante, enfin, fait par un historien de gauche en tout cas. Vous avez la petite histoire de France qui peut servir d'introduction, qui est celle de Gallo. Bon, après vous allez vers le plus spécialisé, après sur les épisodes clés qui sont les épisodes sanglants, vous pouvez avoir par exemple sur la Révolution française, lisez et Jean-Clément Martin d'abord, parce que c'est quand même la nouvelle grande synthèse. Et après, vous pouvez relire Soboul, Mathiez, etc. Bon, vous pouvez lire Séchère aussi, mais bon, Séchère, je trouve que après, quand vous avez lu Jean-Clément Martin, Séchère, il n'en reste pas grand-chose, quoi. Mais vous pouvez lire Chiappe également. Par exemple, tout le monde, Jean-François Chiappe, ce grand historien marxiste qui était à la télé dans les années 60-70, avec Castelot et André Castelot et Decaux. Et Decaux, tout à fait. Et donc voilà, c'est que il faut croiser. Voilà. Ou alors on fait du Diams, hein, ma France à moi. Voilà, voilà. Bon, et puis bon, c'est vrai. Il faut toujours essayer de croiser les choses. Par exemple, tous ceux qui sont très très anti-islam, ils oublient que c'est grâce au voile que Diams a fermé sa gueule. Donc l'islam n'a pas eu du mauvais. Preuve qu'on peut toujours multiplier les angles pour pouvoir approfondir son identité en tant que français. Reprenez le Malais-Isaac. Le Malais-Isaac en 4 volumes est excellent. À dire qu'on le servait aux collégiens. Mon Dieu. On vous demande également de faire un point sur le duo Malraux-De Gaulle. En réalité, le général le disait, avec Malraux, j'ai Malraux pour sortir du terre-à-terre. En réalité, quand vous voyez cet immense ouvrage, qui est Les chaînes qu'on abat, qui est un dialogue romancé entre Malraux et De Gaulle, qui est un ouvrage à lire absolument, Les chaînes qu'on abat, beaucoup de gens ont tendance à dire oui, mais Malraux. Alors Malraux a vécu le même sort que Camus à cause de la condition humaine, c'est-à-dire c'est devenu un écrivain des lycées. Et donc on les a repoussés, on les a caricaturés. En plus, Malraux, on dit oui, mais n'a-t-il pas romancé sa vie? Oui, de la part de.
En plus, bon, l'accusation qui vient généralement de gens qui n'ont rien fait dans leur vie à eux, mis à part de conspuer la vie des autres. Bon, admettons. Donc, De Gaulle avait besoin de lui, et De Gaulle a toujours maintenu ce contact avec les écrivains. Il y a d'ailleurs un jeu d'influence entre les 3 grands écrivains qui est autour de Gaulle, Mauriac, Gary, Malraux. Mais il y a eu bien d'autres intellectuels gaullistes, bien d'autres écrivains comme Froissart, qui était gaulliste aussi, etc. Mais c'est surtout le général oscillait entre ces trois grandes figures de l'engagement. Gary, c'est le courage physique, c'est un aviateur de la France libre. Malraux, c'est le courage physique et c'est également ce courage, disons, civilisationnel des fameuses présciences qu'avait Malraux, par exemple, quand il pense dès 56 que la question islamique va se réveiller, ce qui est quand même extraordinaire. Quand Malraux, qui est l'exécuteur testamentaire de Drieux-La Rochelle, il ne faut jamais l'oublier, protège la mémoire de Drieux-La Rochelle. Et quant au courage de Mauriac, c'est avant tout un courage contre sa classe. Parce que lui, il demandera aux catholiques d'être vraiment catholiques, il demandera aux bourgeois de rester patriotes, il se battait avec sa classe à longueur. Et Malraux, je pense que Malraux est arrivé à mettre toujours la question de la civilisation dont De Gaulle avait besoin. Quand on voit les grands ouvrages de philosophie de l'art de Malraux, qui est aujourd'hui le grand malracien, c'est Régis Debray, objectivement. Et ce qui devait intéresser aussi le général avec Malraux, c'est le lignage de Malraux. Parce que Malraux et eux, avec Aragon et Drieux, ce sont les 3 grands fils de Barrès. Ce que Maurizio Serra appelait les frères séparés. Barrès et bien d'autres fils. Guy Dupré barrésien, pré-barrésien, Maulnier barrésien, la descendance de Barrès est littérairement pléthorique. Mais Malraux en faisait partie. Et je pense que faut pas oublier que Malraux mourra d'ailleurs à l'hôpital avec une photo du général de Gaulle à côté de lui sur son chevet. Ces 2 hommes qui ont gardé une fidélité l'un pour l'autre, qui est une fidélité quand, à un certain niveau de réflexion, on se sent seul, je pense. Je pense que c'est très marqué entre les deux. Et surtout, ça se voit dans la complicité des confidences que De Gaulle lui fait dans les chaînes qu'on abat. Malraux essaye de faire dire à De Gaulle, mais qu'est-ce qui restera de nous, compte tenu de la France libre plus le gaullisme. Est-ce que et d'un certain côté, Malraux, je pense, venait chercher de l'espoir auprès de Gaulle. Parce que Malraux pensait peut-être que la France allait mourir après, que la dernière page avait été écrite. Le seul problème, c'est que la question est en suspens. Et c'est nous qui y répondrons. Si nous nous déballonnons, alors c'est vrai. Cette angoisse qui était celle de Malraux, qui était celle de De Gaulle d'ailleurs. Sur la fin de la France, peut-être. En réalité, c'est pas pour rien, comme tous les gaullistes, comme tous les vrais gaullistes. Il y a eu très très peu de gens dans ce qu'on appelait la chevalerie gaulliste. Vous voyez, c'était des hommes qui étaient... Je pense que le meilleur terme, c'est cette vieille expression paysanne qui est droit dans ses bottes. Vous savez comment est mort Malraux? Une semaine avant, il a rangé entièrement son bureau. Il a détruit ses derniers papiers et il a mis tous ses stylos en ordre. Et il s'était retourné face à sa compagne d'alors et a dit « Ça y est, j'ai écrit ce que j'avais à écrire, je peux partir. » Une semaine après, il est mort. Droit dans les bottes. C'était une génération d'hommes autres. Une génération autre. Qui
qui avait encore une colonne vertébrale, qui avait une colonne idéologique, et qui était également pénétré du sens du tragique. Je vais donner un exemple simple, quand Malraux a cette phrase sur la souveraineté sans mesure de l'homme qui se donne la mort. C'est impensable aujourd'hui d'écrire ça. Impensable au temps des Charlie d'écrire ça. Je pense que cette volonté de regarder l'abîme dans les yeux, qui est omniprésente dans l'œuvre de Malraux, je pense que ça plaisait à De Gaulle. J'aurai toujours à côté de moi Malraux, cet ami exceptionnel, etc. Cet homme qui m'élève au-dessus du train-train. Voilà, c'est vraiment... Je cite en substance. Mais vraiment, lisez les chaînes qu'on abat. Très belle leçon. Un internaute vous demande également si vous pouvez faire une explication sur l'histoire de la planification. Revenir sur cette En réalité, la planification en France ne sera actée que très tard, mais elle sera pensée très tôt, dès l'époque royale. Elle a commencé par la gestion des matières premières, et particulièrement la gestion des forêts. On estime que déjà sous Louis XIV, l'intendant aux forêts gérait le bois des forêts pour les flottes de guerre à plus d'un siècle et demi de distance, c'est-à-dire 4 ou 5 fois l'espace d'une vie humaine de l'époque. Donc, si vous voulez, ça a été notre manière de gouverner. C'est-à-dire, nous habitons le temps. D'ailleurs, c'est très drôle, c'est que la plupart alors c'est pas vrai à l'époque royale, mais à l'époque républicaine, la plupart des dirigeants qui n'ont rien fait ont habité l'espace plus que le temps. Par exemple, De Gaulle n'a pas fait faire de grands monuments. Mitterrand a fait faire... Chirac a fait faire le quai Branly, etc. L'avantage, Sarkozy n'a rien fait, parce que sinon, le musée du bling-bling, enfin bon, ou alors Hollande, Hollande, une statue géante de scooter, enfin bon, des trucs. Mais la planification, c'est un art d'habiller le temps. Et là où la planification était vraiment instituée, c'est pour la Ve République, avec les fameux 5 grands plans. Et est-ce que ce sera nécessaire dans l'avenir ? Je pense que oui. Je veux dire pourquoi, quel que soit le système qu'on va choisir. Dans les prochaines évolutions du capitalisme, un système croissant, un système décroissant, ce que vous voulez, nous allons devoir recommencer à planifier, à rationaliser, pour pouvoir, particulièrement si on prend un système décroissant, un système décroissant c'est pas un système libertaire, lutter contre l'accumulation, mais même un système croissant, nous allons devoir, pour des raisons de survie, pour des raisons d'aménagement du territoire, pour des raisons de rareté énergétique, et même pour des raisons de santé de nos populations, nous allons devoir revenir à une gestion dans le temps des ressources, et donc à la planification. Justement, vous faites une très bonne transition, vous parlez de croissance et de décroissance, on vous demande est-ce qu'on peut gouverner la décroissance ? Je le pense. Moi je ne crois pas du tout, tant que la décroissance restera un fantasme de bobos qui vivent dans des yourtes et qui vont piquer les trucs à la fin des marchés. C'était une émission de type envoyé spécial qui avait fait assassiner le mouvement décroissant en faisant voir des exemples caricaturaux comme ça. Ce ne sera pas un mouvement politique adulte. Parce qu'on est adulte quand on sait comment on va faire vivre 65 millions de personnes. Voilà. Donc je pense que... Et d'ailleurs, les pulsions capitalistiques, c'est quoi ? C'est la pulsion d'accumulation, G+, qui est tout simplement liée à la pulsion de reproduction, vu qu'avoir plus, ça attire vers les femmes, donc ça fait la reproduction, et anthropologiquement parlant, et la fonction d'imitation. Ce sont les deux forces les plus puissantes de l'homme. Vous voulez vraiment lutter contre ça sans politique ? Vous croyez vraiment à l'autodiscipline des êtres humains ? À ce point-là ? Moi j'ai des doutes. On va finir avec les disparitions de ce mois. Vous vouliez revenir sur 2 personnalités qui nous ont quittés ce mois-ci. On commence peut-être avec Malek Chebel. Malek Chebel, c'était le... Alors ça a été très surprenant parce qu'il est mort très jeune, je crois 63, 64 ans. Mais bon, d'un côté, c'est la faillite de l'Islam des Lumières, quoi. Ah oui. Je comprends de toute façon, il y a plus grand monde pour défendre la théorie, quoi.
Bon, voilà, bon, il reste qui? Mohamed Harkoun. Non, Eric Nolot. Peut-être. non mais de musulmans, bon, on va quand même pas, nous on en met un moment, faut... Il y a qui? Il y a l'autre, là, le converti, là, comment il s'appelle? Le prof de philo. Non, vous voyez, même pas ça vous dit rien. Donc voilà, Harkoun, Mohamed Harkoun, je sais même pas s'il est encore en vie. En tout cas, Chebel mort, il y aura bientôt plus personne, quoi. Enfin, bon, il y aura toujours Chalgoumi, mais bon. Lui, c'est l'islam qui n'a pas la lumière à tous les étages. L'islam sans lumière. Lui, c'est l'islam qui est avec la fond. Donc voilà. Et Georges Balandier, vous vouliez parler de Georges Balandier? Georges Balandier, c'est un africaniste et il y a un très bon ouvrage de lui également sur l'anthropologie du pouvoir, qui s'appelle sur la vision d'un anthropologue sur le pouvoir actuel, qui est le pouvoir sur scène. Un très vieil ouvrage, assez vieux, des années 70, mais qui est encore très bien. Et surtout, voilà, c'était un grand nom de l'africanisme français, tout le monde s'en est foutu, ce qui est bien dommage. Parce que d'un certain côté, il rééquilibrait par une vision politique, il rééquilibrait parfois la vision un peu naturelle, pas naturaliste, le terme serait mauvais, mais la vision, disons, écartant le fait politique qu'il y a dans beaucoup d'œuvres de Claude Lévi-Strauss, par exemple. On va finir éventuellement avec les initiatives, si vous avez quelque chose à... Alors premièrement, toujours soutenir Marc. Toujours soutenir Marc Leroy, toujours soutenir La Plume. Sincèrement, aidez-le. J'espère qu'il y aura du monde à son procès. Parce que M. Berger, qui d'ailleurs avait trouvé que M. Fillon c'était la France de Pétain, c'est un moment où M. Berger devra arriver à tourner autour d'autre chose que de lui-même et de Vichy. Et voilà. Mais en tout cas, M. Berger s'attaque à Marc. Soutenez vos blogueurs. Sinon, à un moment, quand il y aura plus d'informateurs, il y aura plus d'informations, puis c'est tout. Et puis, là, pour les littéraires, comme ça va être également notre dernier entretien avant les fêtes, je voudrais vous faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas un homme, alors certes, qui a parfois des colères injustes, mais qui vire lui réellement de sa plume, Juan Asensio. Et je vous invite à l'aider sur son blog, à l'aider à vivre de sa plume, parce que c'est un grand critique. Alors c'est vrai, il n'a d'amis que parmi les morts quasiment, mais ça c'est tous les vrais critiques. Il est parfois injuste, par exemple avec Richard Millet, je trouve peut-être un peu injuste, mais bon, voilà, les vrais critiques n'ont pas d'amis, et voilà, il le mérite. Il le mérite sincèrement. Et pour ceux qui voudraient découvrir nos éditions pendant les fêtes, je vous renvoie à tous les ouvrages par aux éditions Perspectives Libres et à la revue en abonnement ou à l'unité sur notre site de cerclearistote.com. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Pierre-Yves Rougeron, au mois prochain.